Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui sera un podcast avec Jérémy. On va papoter pendant 1 heure de sa façon de pratiquer, sa façon de voir l'hypnose, comment il est arrivé là. En tout cas, on va s'intéresser à comment lui, en tant qu'hypno, il pratique, la vision qu'il a, les attentes qu'il a, le faire discuter, vraiment parler de ce qu'il ressent par rapport à toute cette méthode-là. Salut Jérémy, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Salut Pank, ouais, Jérémy, je suis hypno à Orléans depuis on va dire 6 ans, on va dire ça comme ça. Voilà. T'es arrivé comment dans l'hypnose ? Je suis arrivé par curiosité. Moi, je suis ingénieur en électronique à la base, donc il faut que je comprenne comment les choses fonctionnent. Il faut que ce soit simple. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a des choses à retirer. Et l'hypnose, j'y suis arrivé en mode c'est de la connerie, donc je vais te montrer que c'est de la connerie. Je vais déjà me montrer à moi que c'est de la connerie. Bien sûr. Donc, je vais aller faire une séance. J'y suis pas allé en mode défi, tu n'y arriveras pas. Par contre, j'y suis allé en mode j'avais besoin de changer un truc en moi. Voilà, commercialement, j'arrivais pas à aller vers les autres. J'avais besoin de ça pour. J'avais une autre activité, j'avais besoin de ça. J'ai dit ben voilà, on y va comme ça, on va voir ce qui se passe. Et puis, j'ai fait 2 séances avec le même hypno. Au-delà du résultat, de la technique, ça, on s'en fout un peu. Ce qui m'a vraiment plongé dedans, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec le bras comme ça pendant toute la séance. Et toute la séance, en gros, je m'en foutais de ce qu'il me disait. Je fais merde, mon bras, il monte. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mon bras monte. Et ouais, je peux l'arrêter, mais si je le laisse faire, il monte. Et après, voilà, il a fallu que je comprenne ça. D'accord. C'est là que je me suis dit, bah ouais, ok, l'hypnose, on s'en fait un gros truc quand on connaît pas, on part dans des délires, on s'invente des choses. Et finalement, ça a l'air simple. Enfin, il n'y a pas besoin de décor, il y a besoin de rien. Et ça a l'air de créer des choses sympas. Donc là, j'ai commencé à m'acheter des bouquins. Je suis très autodidacte. C'est des bouquins, vidéos, discussions, jusqu'à ce que je comprenne. L'expérience aussi, beaucoup. Et j'ai commencé avec quel bouquin ? J'ai dû commencer avec Hypnose de Lockhart. Et ben voilà, ce que j'ai lu, ça me semblait assez, en faisant le tri, hein, comme pour tout, bien sûr, ça me semblait finalement assez logique, assez mécanique. Et depuis, j'axe tout ce que je fais, tout ce que je cherche autour de cette logique, cette mécanique. Pour moi, l'hypnose, c'est vraiment simple au final. Tu dis A, il se passe B, quoi. Voilà. Et entre les deux, il y a plein de chemins possibles suivant les personnes, mais en gros, ça marche comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait triper justement ? Est-ce que c'est cette espèce de lien logique qu'il y a entre les éléments que tu mets l'engrenage ? C'est l'ingénierie. Ouais. Exactement, c'est de l'ingénierie. Ce qui me fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer, c'est quand la personne en face, quand le partenaire, il comprend qu'il a un pouvoir là-dessus, qu'il n'est pas obligé de subir, et qu'il comprend que c'est facile et que ça marche, qu'il n'a pas besoin de se mettre dans des états de fou, qu'il peut faire ça en marchant, en discutant avec sa voisine ou quoi que ce soit. En gros, il lance un truc et ça marche. C'est pour ça que dans toutes mes séances, mais c'est lié à ma première expérience, hein, je pense, dans toutes mes séances, j'essaye de mettre de l'idéomoteur. Parce que ça reste une histoire qu'on raconte derrière au partenaire, hein, mais avec l'idéomoteur, il ne peut pas se dire « Ah, je ne sais pas trop si c'était mon imagination ou pas. » Non, ça a bougé. Il s'est passé un truc. Voilà, il s'est passé un truc. C'est un des trucs qui, je trouve, les plus étonnants dans l'hypnose. Moi, pour aimer faire de l'hypnose de rue, ce qui m'avait marqué, c'était de me dire, après avoir testé plein de choses, notamment les alus, comme beaucoup d'hypnos, j'ai complètement arrêté les alus pour ne faire que des mains qui se rapprochent et des sensations dans les mains et des choses ultra basiques, parce que ce qui m'avait le plus marqué, et c'est exactement ce que tu es en train de décrire, hein, c'est une fois une jeune fille qui aimait partir dans cet état-là. Donc, elle a joué à fond, elle pouvait halluciner des têtes différentes sur ses potes, elle pouvait vivre plein de choses. Et à la fin, quand je lui dis, ouais, qu'est-ce qui ressort de vraiment sympa de ce que tu viens de vivre, elle dit, non, mais attends, t'imagines, au départ, mes mains, j'ai senti que je pouvais pas, qu'elles s'approchaient toutes seules. Et tu te dis, ok, d'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai, pourquoi on se prend la tête ? Souvent, c'est pour se dire, tiens, va vivre quelque chose de dingue et je vais avoir un feedback dessus. Mais au bout du compte, moi, les feedbacks des alus, au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, les gens
voilà, bon, ils disent oui, c'était marrant. Mais par contre, l'aspect physique, comme tu viens de le partager, je trouve qu'il est absolument génial. Ouais. Tu fais quel type de jeu idéomoteur ou de. Moi, j'appelle ça des pré-tests Ouais. sur tes partenaires. Alors, j'en faisais beaucoup au début, ça fait ouais, je dirais, ça fait peut-être 2 ans que je fais plus. Je Mhm. faisais beaucoup ça au début du classique, hein, je commençais par les doigts. En gros, tu peux D'accord. pas te planter avec les doigts aimantés. Mhm. Ensuite, les mains aimantées, parfois les livres, les ballons, et puis les bascules Mhm. avant-arrière. J'aimais bien faire ça, déjà parce que ça m'éclatait, ça me permettait de m'entraîner, moi, sur la suggestion, sur trouver plein de façons de le suggérer suivant les personnes. Et puis, j'aimais bien parce qu'on passait debout. Mhm. Je les faisais se mettre debout. On peut le faire assis, hein, pas de souci, mais la dynamique debout, elle est vraiment différente. La transe debout, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile, aussi bien en tant que coopérateur que sujet, d'ailleurs. Et elle permet beaucoup plus de. Ouais, moi, je trouve qu'elle permet beaucoup plus de trucs, la transe debout. Mhm. Et souvent, ça étonne les gens. Ah, on peut se mettre debout? Bah ouais, tu vois, c'est cool. C'est cool. Et puis, même formellement dans leur tête, bon, bah là, on a joué, t'as vu, il y avait pas. C'était du jeu. Attends, je t'ai perdu. Je sais pas si tu me vois encore. Ouais, je te vois, je te Ah, c'est vois. bon. Euh, on n'est pas encore en train de travailler, c'est du jeu. Mhm. Donc, ok, il n'y a pas de barrière, rien, on est là, on est tranquille, on peut rigoler. De temps en temps, on parle un peu du problème, comme ça rajoute du rire sur le problème. Mais voilà, on fait les jeux, puis après, ok, maintenant, tu as vu, c'est simple, tu peux le faire tout seul, etc. Viens, on s'assoit. Et dans le on s'assoit, c'est bon, maintenant, on commence à travailler. Mhm. 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 Donc, je faisais beaucoup ces pré-tests-là. Mhm. Je les fais plus. J'ai pas de raison particulière à pourquoi je les fais plus. Peut-être que je pense que ma façon de faire le discours, de structurer la séance a évolué aussi. Mhm. Mais à un moment donné ou un autre, il y aura de l'idéomoteur. Alors, ça prend Mhm. pas à 100%, hein. Ça prend pas à 100%, mais à un moment donné, je le lance. Je reste dessus, allez, 2 minutes max. Si ça prend pas, je passe à autre chose. Je passe Mhm. pas Bien la sûr. séance dessus, mais très très souvent, ouais, très souvent, ça prend, très souvent, ça marque, comme tu disais. Pareil, j'ai fait des séances d'hypnose profondes où la personne elle s'est barrée dans des trucs, elle bavait de partout, etc. Et en effet, le retour sur l'échange, le retour, ah ben, j'avais ma main qui était engourdie, Mhm. Mhm. terrible. Ok, donc la bave, truc partout, les tremblements que tu as eu, les sursauts et tout. Ouais, non, non, ça allait, mais ma main, elle était engourdie. Mhm. Mhm. Génial, génial. Donc, ouais, je passe toujours par le corps maintenant. Mhm. Toujours. Et c'est marrant quand tu fais ça parce que tu peux jouer avec plein de trucs. C'est comme si tu avais une troisième personne dans la séance. Ça Mhm. crée une disso qui est énorme. Mhm. Ça amuse souvent on appelle ça des transpartiels. Pour moi, c'est pas du tout de la transpartielle, mais regarde, toi, tu peux être réveillé. Par contre, tes mains, tu peux leur parler, tu vas voir. Enfin, tes mains, ton inconscient, Bob, peu importe. Tu vas voir, elles font des trucs géniaux. Et c'est marrant, c'est souvent marrant. Ouais, c'est marrant. D'ailleurs, le transpartiel, les Américains, ils appellent ça waking hypnosis, hein, ils appellent ça hypnose éveillée. Donc, Ouais, ils estiment que ça reste quand même une transe ouais. somnambulique si on emmène au niveau somnambulique, mais pas partielle. C'est pas parce elle est pas passive qu'elle ne veut pas être complète, tu vois. Ouais. Mais après, bon, c'est Souvent, des problématiques. souvent le mot partiel, il revient. En tout cas, c'est moi que je l'ai compris comme ça. Je l'ai jamais compris comme tu viens d'en parler, tiens d'ailleurs. C'est peut-être un défaut de compréhension de ma part. Pour moi, transpartiel, c'était justement en partie. Tu vois, tu as une partie du corps qui est en état d'hypnose et pas l'autre. Mm, mm. C'était comme Ouais. ça que je le lisais dans les posts, dans les commentaires, mais j'ai peut-être un défaut de compréhension là-dessus. Bah, d'ailleurs, ce qui va être sympa, comment toi tu définis l'hypnose? Et ta manière à toi, hein. Vraiment, là, ce qui est important, Ma c'est manière quel à type moi, de sémantique je, tu je- je- jongles je vais aujourd'hui. dire exactement ce que je dis en formation. Je dis que j'en sais rien. Mhm. Je ne sais pas ce que c'est. Et D'accord. à la limite, pardon, ma définition, elle n'a aucune importance. La seule qui a de l'importance, c'est la définition que va avoir le partenaire. La Mhm. définition que lui s'en fait. Alors, on peut jouer avec ça, recadrer, poser des questions, mais c'est plus ça qui est important. Moi, l'hypnose, je sais même pas ce que je pourrais te mettre dessus. Euh, Qu'est-ce que ça? Parce que je me suis toujours barré, j'ai pris la facilité. Ce qui est important, c'est pas ma définition, c'est la tienne. Ouais, ouais, bah, Là, bah ouais, après, c'est une stratégie, hein. ouais, C'est une ouais, bah stratégie. oui. Ça, je m'en sers en formation et avec les clients parce que c'est utile. Mais j'aurais du mal à le définir dans le sens où ça peut être vu comme de la technique, ça peut être vu comme un état, comme un art,
comme tellement de choses, comme du jeu, comme un mode d'emploi, comme un outil. Je dirais que ça dépend des moments et de ce que tu cherches à faire. Est-ce que tu veux vivre une expérience? Est-ce que tu veux aller changer quelque chose? Est-ce que tu veux faire découvrir quelque chose? Est-ce que tu veux, j'en sais rien, est-ce que tu veux créer quelque chose de nouveau? Suivant ce que tu veux en faire, ça changerait de définition. D'accord. L'hypnose, c'est un mot poubelle pour moi. Et quand tout à l'heure tu parlais d'hypnose profonde, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça sous-entend dans ta perception des choses? Tu me disais, elle était en hypnose profonde et elle a bavé, tremblé, blabla. Ouais. Ça représente quoi pour toi? Hypnose profonde dans le sens où elle s'en fout de mes suggestions, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle vit son truc. De temps en temps, j'essaye de la guider parce que je me dis, elle est peut-être perdue. Comme j'ai pas de réponse à mes questions, voilà, autant qu'elle entende que je suis à côté, que je l'accompagne, que je suis pas en train de me faire un café et que je réponds à mes mails. Mais ouais, ce truc, plus de son, plus d'image. Elle vit une transe fermée. J'appellerais, voilà, l'hypnose profonde, ça serait une transe fermée pour moi. Je suis en train de dire, justement, c'est vraiment des états qui m'intéressent parce que tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ça m'a pas, toutes les échelles de profondeur, ça me parle pas. C'est pas, voilà. Et je me suis pris ce bouquin-là, je pense que tu le connais, il vient de sortir. Voilà, pour l'instant, je peux être à un quart du bouquin. Ça répond pas à mes questions. Comme j'ai pas de définition pour l'hypnose, j'aurais pas de définition pour l'hypnose profonde. Ce que j'appelle profond pour moi, dans ce que je remarque en cabinet, c'est une transe plutôt fermée. D'accord. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Toi, tu as bossé énormément avec les transes profondes. Je sais pas ce que tu en penses de ça. En fait, la problématique, c'est pour ça que je fais définir maintenant beaucoup aux gens, parce que moi, ma définition de l'hypnose est une discipline qui exploite la transe, qui est la communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur du jugement, pour focaliser, permettre de sélectionner une information et de la suggestibilité au travers de ça. Tu vois, moi, c'est comme ça que je la définis. Et au niveau de ça, je vais parler de profondeur, en tout cas de stabilité de transe, tu vois, être dans une transe ouverte où le conscient et le subconscient dialoguent, parce que justement ma définition est un dialogue. J'en suis arrivé, mais au fur et à mesure, à me poser la question si ce que les gens appellent la transe profonde. Alors pour moi, la transe profonde n'est que le niveau somnambulique, c'est-à-dire que c'est pas ouf. Ce que les gens maintenant appellent la transe profonde, j'ai l'impression qu'ils appellent ça, ils parlent du niveau SDL, tu vois, du niveau où là on est comme hypnotique. Exactement, en coma ou en psychorte, etc. Et dans ce cas-là, pour moi, je suis en train de sortir de la sémantique de l'hypnose. Tu vois, avant j'appelais ça hypnose ultra, puis au fur et à mesure, vu que pour moi la définition de l'hypnose est la communication entre le conscient et le subconscient, et là en plus avec un opérateur qui est là en train de te driver, comme tu dis, hein, parfois on drive parce que plus la personne est passive, plus elle se ferme dans sa transe, moins on est utile. Et pour moi, l'idée est toujours d'être dans une transe ouverte pour qu'il y ait la communication entre le conscient et le subconscient avec l'opérateur. Dès qu'on passe au-delà, c'est-à-dire dans les comas, ou moi ce que j'appelle le niveau écho, qui serait entre le somnambulique et le coma, c'est là où souvent les mecs bloquent, où ils sont pas vraiment, ils n'ont pas d'effet, ils n'ont pas le phénomène, par exemple de catatonie, mais ils ne reviennent pas et ils sont fermés complètement et tu as du mal à les ramener. Pour moi, j'ai appelé ça écho parce que je trouve que c'est entre les deux. T'es pas à ce niveau-là. Et pour moi, on commence à plus être dans l'hypnose parce qu'elle ne répond plus à la suggestion hétérogène à ce moment-là du praticien. Et dans ce cas-là, c'est une transe profonde, mais c'est une transe qui n'est plus de l'hypnose, c'est-à-dire plus forcément une communication entre le conscient et le subconscient. Elle répond, à ton avis, elle répond plus à la suggestion parce qu'elle la capte plus, parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle n'a pas envie. En fait, ça dépend énormément. Tu vois, moi vu que je le travaille énormément sur moi, je l'ai énormément travaillé sur du monde, ce qui est génial, c'est le feedback. Il y en a, c'est je me coupe parce que je me fous de ce que tu racontes. Je suis en train de vivre mon truc à l'intérieur. Il y en a, ça va être... donc, ils entendent, hein, mais ils se coupent. Il y en a, ils disent, mais je suis ailleurs. Donc, je suis vraiment pas apte à t'écouter à ce moment-là. Donc, ça va être vraiment propre à chacun sa manière de vivre cette transe-là. Par contre, on sait qu'il y a une fermeture. Tu vois, pour moi, il y a toujours ouverture, fermeture de transe. Nous, en tant qu'opérateurs, on tente qu'elle soit ouverte. Et quand ça commence à fermer, soit on le laisse de façon complètement autonome, tu vois, type un coma hypnotique ou type de l'hypnose sèche. Au bout d'un moment, tu laisses la personne se fermer dans ce truc et travailler dedans. Mais dans ce cas-là, on ne drive plus rien du tout. Et on est dans un autre modèle. Et à partir du moment où on ne drive plus,
ou en tout cas la personne n'est plus apte à recevoir la suggestion, qui est quand même le maître mot des outils hypnotiques qu'on a, bah, à ce moment-là, je me pose la question, tu vois, vraiment, ça fait 3-4 ans que je me pose la question. Pour moi, on n'est plus en hypnose. On est dans des trans qui sont des trans profondes, mais on n'est pas dans de l'hypnose profonde. L'hypnose profonde serait le niveau somnambulique. La transe profonde serait le travail qu'on aurait en SDL, en C-Corte, etc., etc. Tu vois, je ferai la différence Donc, là-dessus. hypnose, pour toi, c'est trans plus réponse aux suggestions. Exactement. Ok, les deux. Ouais. S'il n'y a pas l'un des deux, on sort de l'hypnose. Pour moi. Tu vois, on n'est plus dans l'opérateur ou toi-même qui a une réponse par rapport à la suggestion. Et moi, dans ma façon de faire, c'est de toute façon, d'un point de vue verbal, la plupart du temps, plutôt qu'idéomoteur. Parce que le rapport idéomoteur, pour moi, va nous emmener plus vers une transe subconsciente. C'est-à-dire, le conscient, on tente à l'éliminer, alors que pour moi, il faut qu'il y ait le conscient pour qu'il y ait une traduction de ce qui se passe d'un point de vue interne du subconscient. Si j'ai pas ça, un oui-non ne me suffit pas, tu vois. Non. C'est comme ça que je l'utilise aussi. Je te rejoins. Moi, il faut qu'il y ait de la communication tout le temps. Et le oui-non, moi, il me sert surtout à mettre des grains de sable. Et ce qui est marrant, c'est quand l'inconscient, entre gros guillemets, il dit une chose et que le conscient, il dit autre chose. Ah, il n'a pas l'air d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, ouais, non, mais c'est parce que, en fait, c'est ça. Pour moi, le signaling, il sert à ça. Il sert à remettre une pièce dans la machine, à relancer un dialogue, à donner des points de vue différents, etc. Et en effet, il faut discuter. Enfin, il faut qu'il y ait de la communication. Pour toi, à ce moment-là, tu es dans un travail quoi, un peu de thérapie des parties, c'est-à-dire il y a ton subconscient qui est en train de te raconter quelque chose. Toi, ton conscient raconte un storytelling que tu t'es plus ou moins inventé ou en tout cas tu as rationalisé. Et ce dialogue-là que tu imposes, parce qu'au bout du compte, il y a un moment ou un autre, il va falloir justifier, entre guillemets, ce paradoxe. C'est ça que tu vas gérer avec le partenaire? Ouais, c'est ça. Et souvent, c'est ce que j'explique en séance. J'ai l'hypnose, en gros, il y a le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Vous allez les mettre dans la même pièce. Leur dire, OK, les cocos, vous êtes bien gentils, mais maintenant, moi, je veux ça. J'ai ça aujourd'hui, je veux ça. Comment on fait? Tu as l'impression que moi, pendant un moment, et puis souvent c'est ce que je raconte, c'est créer des deals constamment avec les parties pour qu'en fait, il y ait un accord, même s'il n'est pas absolu, hein, mais un accord à la majorité qui oriente vers quelque chose qui est désiré. C'est ça que tu as l'impression qu'on met en place dans une session? Ouais. Dans beaucoup de mes approches, il y a souvent, on pourrait ramener ça à une négo entre parties. C'est souvent ça, mais on peut, dans 99% des discours, on peut ramener ça à ça. Je suis comme ça, mais je veux ça. Donc j'ai une partie de moi qui fait ça et une autre qui veut ça. Et après, ça dépend du décor que tu mets autour, mais en gros, ça revient à ça, que ce soit un signaling, que ce soit une négo des parties, que ce soit une régression avec la personne adulte, la personne enfant, etc. Tu joues avec des parties différentes et ouais, on va trouver un accord, quoi. On va trouver un accord. C'est ce qu'en psycho on appelle les psychodynamiques, donc c'est cette espèce de lutte interne qu'il y a entre les désirs, les envies, les pulsions, l'ensemble des éléments, conscients, subconscients, les choses qui nous sont apportées par des suggestions externes, ce qu'on a vécu qui joue là-dessus, c'est des psychodynamiques, et c'est vraiment intéressant de capter que, au bout du compte, il y a une homéostasie, donc un équilibre, au travers d'une guerre constante à l'intérieur de nous entre des désirs, des envies, etc. Et c'est amusant parce qu'en fait, au bout du compte, on arrive quand même à être très équilibré, même si parfois on a des névroses, on a des pathos qui sont un peu complexes. Je ne parle pas de psychose à ce moment-là où là, il y a un vrai équilibre qui peut se faire, mais on est quand même homéostasique, même dans ces états qui sont complètement c'est hyper laborieux en interne. Toi, alors, comment tu accueilles pour une séance? Comment ça se passe de façon générale? Comment tu bosses? Est-ce que tu as une manière de faire qui est vraiment typique? Tu te dis, tiens, on va reprendre très old school. Je fais mon pré-talk. Après, je vais aller voir comment ça se passe au niveau de sa systémie. Après, je définis un objectif. Après, je pars sur des questionnements en transe ou je sais pas quoi. Tu as une manière qui t'est propre et que tu as l'habitude de faire en routine? Ouais, très, très classique. L'accueil, super important. Voilà, tout le temps, l'accueil. Si tu t'accueilles en étant déjà plombé, ça te pète toute l'ambiance. Beaucoup d'humour, très souvent, quand c'est adapté, bien sûr. Et on n'est pas là pour raconter des blagues de cul non plus. Mais voilà, décontracter la personne, qu'elle se sente à l'aise, créer le rapport de confiance tout de suite. J'attaque direct avec des questions. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi tout. Dites-moi tout. Souvent, je commence par ça. Bon, dites-moi tout. Je ne sais pas de quoi ils vont me parler.
J'essaye de comprendre par là, en posant quelques questions, ce qui se passe, ce qu'il veut, en tout cas comment il l'exprime, en quoi ça lui pose problème, depuis quand ça a commencé. En gros, c'est les 4 questions auxquelles je veux répondre. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, mais c'est les principales pour moi. Ensuite, je te fais le classique, hein, généralement, c'est ça. Il y a quelques questions. Ensuite, soit je détecte déjà des signes de transe et je lui pose la question, à votre avis, vous êtes dans votre état normal ou pas? Une fois sur deux, c'est non, donc on y va. Ou le reste du temps, c'est je sais pas, peut-être. Donc là, tu peux discuter. Ou je passe direct sur le pré-talk. C'est quoi pour vous l'hypnose? Ou à votre avis, comment on se sent quand on est en état d'hypnose? On échange un peu là-dessus. Et puis, soit je vois qu'il est déjà barré. Ok, bah tiens, fermez les yeux pour voir comment ça se passe. Puis on continue le questionnement s'il me reste des questions. Ou on part sur un échange, sur un protocole, s'il y en a un qui est bien carré et qui colle à ce qu'il m'a raconté, ou sur un truc un peu qu'on construit avec le partenaire. Et puis sinon, induction classique, approfondissement, et puis on y va, on déroule, quoi. Et pour finir, je fais pas de débrief. Je ramène la personne, ou elle se ramène toute seule, suivant comment on faisait le truc. Et très très vite, c'est comment vous vous sentez? Souvent la réponse est bizarre, ok, tout est normal. Vous me tenez au courant, voilà. Et je me lève et je casse le rapport. D'accord. Oui. Là, ce qui m'a intéressé, ça fait 2 fois que tu parles d'humour. C'est quoi la place de l'humour pour toi dans la thérapie, en tout cas dans ta façon d'apporter de l'accompagnement à quelqu'un? Ça dépend de la phase d'utilisation. En accueil, ça crée le rapport de confiance énorme. Quand tu rigoles avec quelqu'un, c'est que tu as confiance. Sinon, c'est un rire qui est faux et tu le captes tout de suite. Donc, ça donne beaucoup d'informations. Et puis, une personne qui vient là pour parler de ses problèmes, elle a déjà fait son film dans sa tête 50 millions de fois. Et si tu la fais rire à ce moment-là, ça crée déjà une légère dissonance. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en train de rire et en même temps, elle pense à son problème. On est en train de... c'est un peu le système de la désactivation d'encre. Complètement. Donc, ça crée ça. Et souvent, le rire, quand on avance plus dans le questionnement, qu'il commence à y avoir des émotions, qu'elles soient balèzes ou pas, peu importe, ou des blocages, un petit trait d'humour, un petit coup de provoque avec le sourire, la personne rit, ça décontracte, et elle peut passer à la suite pour dire un truc qu'elle n'aurait pas dit tout de suite, ou on sentait qu'elle tournait autour depuis un moment, ou qu'il y a une émotion qui venait pas. On fait un blanc de 15 secondes en sortant un truc, en rapport toujours avec la discussion. Mais ça allège le niveau de la discussion, ça permet à la personne de faire une pause, de se décontracter musculairement aussi. Et ok, elle sait qu'elle a le contrôle, elle remet une petite protection avec le rire, elle se détend. Et du coup, si elle peut mettre une protection, elle peut aussi lâcher derrière. Et c'est souvent utile comme ça. Tu utilises quoi? Tu utilises des jeux de mots, tu utilises une exagération, tu utilises de la provocation. C'est quoi Ouais, mais c'est ça, c'est tout ce que tu as dit, des jeux de mots. Alors, faut les trouver, il ne faut pas qu'ils soient lourds. Hein. C'est surtout dans ce qui vient, mais dans mon quotidien, je suis souvent comme ça aussi. Je suis souvent assez léger. C'est d'ailleurs les retours qu'on me fait en positif, hein, que même des sujets très graves, on peut les aborder avec légèreté. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc ouais, ça va être des jeux de mots s'il y a matière. Ça va être un peu de provoque, de l'exagération, comme tu dis. Ça peut être de l'exagération dans genre c'est moi qui je suis en train de mimer sans problème. Je lui dis pas, mais je suis en train de le mimer. Je vais faire putain, il comprend le truc, il rigole, et là je fais ouais. Et puis après il va plus loin dans les étapes. Alors c'est pas structuré tout ça. Je me dis jamais bon allez à 15 minutes 32, là je fais un trait d'humour et je vais lui dire ça. Je mets pas des blagues forcément, mais ouais, ça vient assez naturellement et plus on se rend compte que c'est efficace, que ça libère des choses, que ça permet à la personne d'avancer, et plus ça se fait facilement, quoi. Et même nous, putain, c'est agréable pour nous, quoi. Tu fais des séances où tu rigoles, où tu souris, pas obligé de rigoler, on s'exclame pas non plus tout le temps, hein. Mais voilà, tu ris, tu souris, t'amènes de la légèreté, ça fait du bien à tout le monde. Tu penses, parce que là c'est intéressant ce que tu soulignes, c'est dans ton quotidien, tu es quand même quelqu'un qui a cette légèreté, qui aime bien prendre la dérision des choses.
je pense que dans des personnes qui vont écouter le podcast, il y a automatiquement des personnes qui commencent ou qui ne sont pas sûres sur leur pratique ou qui sont encore en train de s'interroger. Ouais. Comment tu penses que dans la posture qu'on peut prendre en tant que praticien, la nature de ce que l'on a, quelle place elle doit prendre? Est-ce qu'elle doit tout prendre? Est-ce qu'elle doit prendre qu'une partie? Comment tu vois ça? Parce que si toi, tu as ce côté léger, c'est que c'est assez spontané. Toi, il y en a. Moi, par exemple, je suis très provocatif et très agressif dans ma manière de faire, parce que spontanément, je suis comme ça. Donc, Ouais. les gens, ils disent, ouais, mais je pourrais pas faire ça. Et je leur dis, si, vous pouvez le faire, mais avec votre énergie, votre façon de faire. Là, pareil, il y en a qui vont dire, mais moi, je suis pas drôle. Mais l'humour n'est pas forcément être drôle. C'est ça qui est en plus amusant. C'est vachement plus subtil que ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut vraiment laisser aller c'est une structuration qu'on apprend au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais dans la posture, comment toi, tu as intégré cette facette de toi? Et est-ce que tu penses que sa personnalité dans sa posture de praticien est quelque chose d'essentiel ou d'important ou Ouais. d'utile? Ouais, c'est les deux mots que j'utiliserais, essentiel et important. Si t'es pas toi, tu peux pas être vrai. Je reprends ma phrase. Si tu es obligé de faire attention à tout ce que tu fais, à comment tu te présentes, tu peux pas être avec l'autre. Impossible. Tu fais plus attention à toi qu'à l'autre. Ça, c'est le premier point pour moi. La disponibilité à l'autre, ça veut dire être soi-même, en se mettant un cadre, hein, bien sûr. On n'est pas le pote, on n'est pas tout ça. On est thérapeute, on est accompagnant. Donc il y a ce cadre-là dans notre tête qui nous limite, qui met des bornes. Je préfère dire ça comme ça. Et donc, pour être dispo pour l'autre, il faut être soi-même dans son rôle d'accompagnant. Et puis, si on fait un truc qui ne nous convient pas, comment tu veux qu'on soit bon? Je peux pas faire du punk, clairement. Je peux pas faire du Manu. Je peux pas faire. J'ai un collègue qui a fait l'école avec nous, qui a fait l'école de formation avec nous, Geoffrey. Il est alors il est anthropologue, historien de formation, donc il a une culture énorme. Il amène tout ça dans ses séances. Moi, je suis en admiration quand il parle. C'est exceptionnel. Je suis incapable de faire ça. Et j'ai pas envie de le faire. Je me suis détaché, ça fait pas longtemps, je me suis détaché de tout ça, d'être toujours en admiration devant la façon dont les autres font. Et quand j'essaye de le faire, ça me bloque. Ça me bloque, j'y arrive pas. Donc je fais ce que je sais faire. Et une fois que tu es libéré de tout ça, tu es beaucoup plus tranquille et plus efficace du coup. T'es pas quelqu'un d'autre. C'est bien de mimer quelqu'un d'autre au début. Hein. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on voit aussi comment on peut être. Voilà, comment on peut mettre nos limites. Je peux être provoque parfois, et puis des fois, voilà, là j'y suis allé de trop, j'ai trop surjoué, enfin surjoué. Je suis allé trop loin par rapport à ce que moi je fais d'habitude. Du coup, ça me va pas. Et souvent, ça passe pas d'ailleurs. Ça passe pas. Donc il y a vraiment ce truc pour moi, c'est important et essentiel d'être soi-même dans son rôle d'accompagnant. Et puis, ce que je rajoute à ça, c'est intéressant, c'est ce que je dis souvent aussi en formation. On entend beaucoup, et on voit ça dans beaucoup de groupes, et tant mieux, chacun a sa façon de voir. Mais en gros, il faut choisir l'approche qui va le mieux convenir au partenaire. Non, je suis pas d'accord. Tu choisis d'abord l'approche qui te convient à toi, et après le filtre il va se faire sur tes partenaires. Parce que si toi t'es pas bien avec ton approche, tu pourras pas la transmettre, tu pourras pas l'utiliser. Donc faut être égoïste un peu, penser à soi d'abord. Et j'ai lu un truc là-dessus. Alors j'ai horreur des pseudo-métaphores toutes belles, etc. Mais celle-là, elle m'a marqué. C'est-à-dire, si la cruche est vide, comment tu veux verser un verre d'eau? Donc pense déjà à toi. Une fois que toi t'es bien, t'es dans ton cadre, tu fais ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce à quoi tu es à l'aise, et t'as pas besoin de réfléchir, entre guillemets, hein, bien sûr. En tout cas, t'as pas besoin de te forcer. Et là, ça va aller tout seul. Donc pour moi, c'est important. Là, tu as souligné un élément que je trouve intéressant par rapport à la modélisation. Je trouve qu'on a eu un espèce de surinvestissement du mot de la modélisation en disant oui, mais on est avec les neurones miroirs, on doit faire comme, prenez les personnes que vous trouvez bien, etc. Sauf que, de ce que j'ai observé, énormément de personnes restent dans une sensation infructueuse d'eux-mêmes et tu vois, hyper dénigrante en disant oui, mais c'est pas comme fait John ou Billy ou machin, que tu trouves génial pour une raison projective complètement. Hein, et tu dis, ouais, j'aimerais faire comme ça. Et les personnes s'imposent à faire comme. Et on sait très bien que moi, j'entends beaucoup d'élèves qui sortent de différentes écoles et tu sais que c'est le timbre de voix de leur prof, ou leur manière de faire de leur prof. On le sait bien, on rigole beaucoup avec les archistes. Hein. On dit, mais Kevin sort de score, putain de merde. Et eux, ils disent, putain, mais c'est vrai que je parle pareil. Et quand tu leur dis, non, mais parle normalement, ou parle à ta manière, au départ,
parfois, la première journée, ils ont du mal parce que Ouais, ils ont hyper modélisé. Le problème, c'est que ils vont dire ouais, mais j'adore sa subtilité ou sa manière de bosser. Génial. Mais au bout du compte, ça les fait s'auto-dénigrer. Et là, je parle de Kuhn parce que c'est un récurrent en France. Mais il y en a plein qui ont tenté de faire du Bendler, il y en a plein qui ont tenté de ouais, bien faire sûr. de l'Ericsson, plein de faire des trucs. Et j'ai l'impression qu'on a donc vendu à tout le monde, modélisé, et que les gars ont du mal avec le temps à se dire non mais c'est génial ce qu'il fait mais c'est pas moi. Tu vois, moi par C'est ça. exemple, moi je regardais une vidéo de Carl Roger, j'ai fait bah il est chaud, mais bon bah laisse tomber, hein. Jamais je ferais son truc. Mais tu vois à quel point moi j'aime bien comment il le fait, mais moi c'est pas mon énergie donc je le C'est ferai ça. jamais. Et pour moi tu vois c'est ça qui est difficile aussi bien pour des noobs que des personnes qui commencent à avoir de la maturité, c'est s'enlever de cette espèce de carcan de tu dois faire comme ou je veux ressembler à. Tu sais, c'est un Ouais. peu dans les arts martiaux, c'était arrivé à Black Belt, allez, arrête de vouloir faire comme ton sensei ou ton truc. Trouve ta personnalité, trouve comment t'es, trouve ta manière de combattre, trouve ton truc. Ok, bien sûr, tu es d'une obédience et d'une école, mais tu vas voir que rapidement, tu dis quand je m'écoute, quand j'ai des bases, comment je compose avec ces bases. Et tu vois, c'est un peu ça que je trouve Ouais, difficile parce qu'on fait vraiment trop croire ça. Et c'est ce que en tout cas, ce que tu as souligné là, je trouve que c'est intéressant parce que même toi, avec de l'expérience, tu mets du temps à enlever au bout d'un moment de ce truc et dire waouh, j'aimerais bien, alors qu'en fait, bah non, ça te convient pas, c'est pas toi. bah Même ouais, si tu peux kiffer ce qu'a fait la personne, ça, c'est pas un problème. c'est ça. Mais ça arrive encore, hein. Ça arrive encore. Moi, je vois des trucs, je fais, waouh, putain, mais je suis là, quoi. Lui, il est là, moi, je suis là. Putain, mais. Et puis après, tu décortiques le truc, tu fais, ah, ça, je vais peut-être le prendre, ça, je vais l'adapter. Et puis, voilà, quoi, ça passe. Le truc, c'est que ça n'a pas encore disparu, mais ça passe de plus en plus vite. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te fait. Ouais, on va faire cette question et après on mettra une pause. Qu'est-ce qui te fait encore waouh quand tu vois les gens? Quand tu vois des praticiens, qu'importe la discipline, qu'est-ce qui te subjugue ou qu'est-ce qui te. Tu fais. Ah ouais, ça j'ai kiffé. C'est, j'aurais pas d'exemple précis. Mhm. J'aurais pas qui me vient en tête là, mais c'est quand il fait le bon truc au bon moment. D'accord, le Qui peut timing. être, qui peut être, ouais, le timing c'est super important pour moi. Ça peut être un truc très simple. Hein. Putain, enfin, on en a déjà un peu parlé, mais rester sur des bases avec des submodalités, tu peux faire des trucs extraordinaires, extraordinaires. Ça sert à rien de partir dans des, enfin, ça sert à rien. Si c'est ton kiff, vas-y, pars dans des trucs délirants, mais vois déjà ce que tu peux faire avec les submodalités, tu verras que tu vas déjà aller très très loin. Et le bon mot au bon moment ou le fait d'avoir bien capté ce qui se passait dans la tête de l'autre, on fait pas de la divination, mais tu vois, d'être alors quand tu le vois chez quelqu'un d'autre ou quand ça t'arrive en séance, tu dis, ah putain, c'était cool ça. À ce moment-là, il était cool. Donc ouais, c'est plus ça qui me. Je me dis, putain, mais comment il a capté ça, comment il a pensé à faire ça à ce moment-là. Parce que du coup, si ça m'interpelle, c'est que moi, je ne l'ai pas capté. Et ça me bouffe. Mhm. Après, on n'est pas dans l'énergie de la séance, on n'est pas, enfin, l'énergie de la séance, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans le moment, on n'est pas exact avec la personne, on n'est pas en face d'elle. Donc, on loupe des choses, forcément. Mais ouais, ça m'intéresse. Ou, qu'est-ce qui me fait dire, qu'est-ce qui me scotche aussi, c'est, j'en reviens toujours sur la même chose, c'est des approches très simples et qui vont déclencher tout de suite une question. Parfois, il y a des questions très simples, une façon de tourner une question très simple, et ça déclenche l'émotion qu'on va chercher derrière, ça déclenche un feu de parole, ça déclenche des trucs. Voilà, c'est vraiment ces éléments très simples que je me note dans la tête de temps en temps, et ça, il faut que je revienne dessus, il faut que je le travaille, il faut que je vois comment je peux l'utiliser. On va revenir là, sur la deuxième partie sur la simplicité parce que Manu, ah oui non tu l'as pas encore vu que je l'ai pas encore mis en ligne, mais tu verras, Manu à un moment pareil au bout d'un moment il dit j'arrive à un point où je lui disais c'est très roustant tu vois un petit peu assois-toi et puis vis ce que tu as à vivre point tu vois on va voir toi ta réflexion au travers de la simplicité mais c'est assez intéressant moi tu vois je suis encore vachement dans il y a une simplicité, mais pour moi, il n'y a pas une absence de quelque chose. C'est toujours, Ouais, je vais enlever pas mal de trucs pour me dire, il faut que j'enlève les choses qui n'ont pas de sens et qui feraient perdre du temps ou de l'énergie à rien. Mais j'en suis pas à l'absence de quelque chose comme étant un ultime élément de simplicité. Tu vois ouais, j'en suis pas là non plus. Ouais. mais on va papoter de ça après. C'est même Manu, c'est Manu qui m'a libéré un peu de ça. J'avais ce poids, j'ai dit, putain, je fais que des trucs tout merdiques, tout ça. Ok, ça marche, hein, très bien.
Merde, peut-être que j'évolue, tu vois. Pour moi, dans ma tête, je n'évoluais pas si je faisais des trucs simples. Et Manu m'a dit une phrase, je me rappelle, on était en formation. Il m'a dit la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, quand il n'y a plus rien à retirer. Je me dis, putain, c'est cool ça. Ouais, je m'approche de la perfection finalement dans ce sens-là. C'est ça. Du coup, c'est plus léger, je me prends plus la tête maintenant. Ouais, mais s'enlever les prises de tête, c'est un élément clé pour l'évolution. Alors qu'au départ, Dieu sait qu'on se prend la tête. On s'arrête sur cette première partie. Donc, n'hésitez pas à contacter, mais vous aurez tout sur la deuxième vidéo. N'hésite pas à donner là ton adresse mail ou ton site déjà sur cette vidéo-là, si les gens écoutent. C'est quoi ton adresse mail et ton site pour te contacter? Hypnoseorléans.fr et contact@hypnoseorléans.fr. Ok, nickel. Et nous, on arrive sur la deuxième partie.